Alors, Lionel Bider, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne du Cercle des volontaires. Nous avons eu connaissance de votre cas sur votre page Facebook, le scandale du Chorus Gate. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes vous-même chef d'entreprise. Absolument. Vous avez pardon, une entreprise de nettoyage qui sous-traitait notamment pour l'armée. Oui, alors on fait plus que, enfin, on fait pas mal de choses, mais on va appeler ça du nettoyage, mais on est dans ce qu'on appelle le facility management. Donc, c'est toutes les petites prestations de services qu'on peut trouver dans tous ces secteurs, quoi. Petite maintenance, etc. Et donc, ça fait environ 14 ans que vous travaillez donc, pour l'armée française. La société a 15 ans et oui, ça fait presque 14 ans qu'on travaille pour l'armée, effectivement. D'accord, alors ça se passait bien jusqu'à environ fin 2008. Et à partir de fin 2008, a commencé à avoir des problèmes de paiement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces problèmes de paiement que vous avez connus à partir de ce moment-là? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé. Donc vous savez que l'armée à l'époque avait comment on appelle ça, des appelés, hein. Et donc, jusqu'en 1998, toutes les prestations de nettoyage étaient faites par les appelés du contingent, dont j'ai fait partie à l'époque. Et donc, ils ont externalisé, à partir du moment où ils sont passés dans une armée de métier, toutes ces prestations ont été externalisées. Et donc, c'était un début de marché qui a commencé dans les années 98, effectivement. Et donc, c'est à cette occasion-là que nous avons décroché nos premières affaires au niveau des marchés militaires, hein. Et donc, c'était de la prestation de nettoyage sur site militaire. Alors, d'où sont partis ces problèmes de règlement? On vous a entendu parler de logiciels de gestion, dont donc le logiciel Chorus. Quel est ce logiciel et quel problème exactement il a posé? Donc, en fait, Chorus est un logiciel de comptabilité interministérielle, donc qui est aujourd'hui utilisé dans tous les ministères français. Mais il se trouve que ils ont essuyé les plâtres au niveau du ministère de la Défense. Et donc, ils ont testé ce nouveau logiciel au niveau du ministère de la Défense. Et donc, manifestement, c'était pas au point. Manifestement, beaucoup de monde euh, était conscient que ça allait poser des problèmes avant même que le logiciel soit lancé au niveau du ministère de la Défense. Donc, il y a un certain nombre de syndicats, notamment de fonctionnaires, qui ont tiré la sonnette d'alarme. Vous avez la Cour des comptes qui a tiré la sonnette d'alarme. Vous avez il y a eu des commissions parlementaires qui ont tiré la sonnette d'alarme également. Et malgré toutes ces alarmes, avant même que le logiciel ne soit lancé, le logiciel a été lancé début 2010 au niveau de l'armée, hein. Alors les problèmes existaient avant 2010, donc tout ça pour dire que ça n'est pas qu'un problème de logiciel comptable. Ils ont mis en place ce qu'on appelle la RGPP. Alors ne me demandez plus ce que ça veut vouloir dire, je ne sais plus ce que veut dire le sigle. Mais la mise en place de la RGPP au sein du ministère de la Défense a déjà engendré un certain nombre de dysfonctionnements, hein, et donc des allongements au niveau des règlements des factures. Et donc, il y a eu une conjonction de problèmes entre la mise en place de la RGPP et, dans la foulée, à partir de 2010, la mise en place de Chorus. Donc, je vous remercie. Alors, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que toutes les entreprises, la majorité des PME, qui n'étaient donc pas considérées comme stratégiques, Absolument. se sont vus, enfin, ont vu les paiements de l'État se stopper tout simplement. Alors, effectivement, il arrive que l'État, dans certaines périodes, ne paie pas, mais ça c'est sur des Bah, courtes périodes. c'est quelque chose de tout à fait courant et récurrent. C'est-à-dire qu'en 10 ans de relations qu'on va qualifier d'exemplaires entre ma société et le ministère de la Défense, il y a toujours des périodes dans l'année où effectivement les périodes de règlement, les délais de règlement se rallongent. Mais dans la mesure où c'est quelque chose de récurrent et de normal, ça stresse ni le chef d'entreprise que je suis, ni ses banquiers, parce que c'est quelque chose d'assez courant et ça se règle en général assez rapidement. La problématique qui a eu lieu,
enfin, qui s'est passé, c'est qu'en fait, les délais ont été anormalement longs et le problème dans la longueur s'est répété sur 2 ans. Hein, donc en 2009, ce qui a posé un certain nombre de problèmes parce que les délais étaient largement rallongés. Et il se trouve que bon, j'ai réussi à calmer tous mes partenaires financiers en 2009, mais la problématique, c'est que ça s'est reproduit, là aussi dans des proportions tout à fait anormales et inacceptables, en 2010. Hein, et quand vous avez, ce qui est mon cas, un chiffre d'affaires, pardon, qui est composé essentiellement de main-d'œuvre, il va de soi que mes salariés, je ne les paye pas à 90 jours fin de mois et que je dois les payer en fin de mois. Et donc, évidemment, à partir du moment où ces délais se sont rallongés, ça a créé une panique chez les partenaires financiers pour la deuxième année consécutive et que les conséquences ont été dramatiques, puisque à ce moment-là, on développait deux business models très innovants. Donc, un notamment sur des prestations dans le nucléaire et l'autre sur un business model en franchise. Donc, bien sûr, aussi longtemps que ces business models n'ont pas démarré, il faut les financer. Ça coûte beaucoup de temps et d'argent. Et en parallèle de ça, bien sûr, on avait une croissance élevée puisque on avait, depuis la création de la société, une croissance de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc, évidemment, il faut financer sa croissance. En parallèle de ça, il faut financer les nouveaux projets. Et bien évidemment, quand vous perdez la confiance des financiers, eh ben, vous avez un effet ciseau qui est dramatique pour l'entreprise, et ce qui a été tout à fait notre cas. Puisque du jour au lendemain, au lieu de multiplier par 2 nos lignes de crédit par rapport à nos besoins, soit on nous les a divisées par 2, soit on nous les a tout simplement annulées. Hein. Et donc ce sont ces conséquences qui ont été dramatiques pour mon entreprise. Concrètement, vous avez parlé d'environ 1000 PME qui auraient mis la clé sous la porte à cause de ces cessations de paiement. Alors évidemment, j'attends avec impatience que le ministère de la Défense nous donne les chiffres précis, à savoir la liste des 3600 sociétés qui étaient en contrat avec le ministère de la Défense au 30 juin 2009. Alors visiblement, ils ont beaucoup de mal à donner cette liste et j'ose imaginer pourquoi. Parce que ça nous permettra de compter avec précision le nombre de sociétés qui se sont retrouvées en redressement judiciaire suite à ces dysfonctionnements, de compter parmi ces sociétés en redressement judiciaire le nombre d'entreprises qui se sont retrouvées en liquidation judiciaire, et surtout ce qui serait intéressant de savoir, c'est de pouvoir compter combien d'emplois ont été détruits, et dans la foulée, de savoir 3 mois après la date de liquidation judiciaire, combien le ministère de la Défense devait encore à ces entreprises qui étaient de toute façon détruites. Parce que ce que je crains, alors évidemment, j'en ai pas encore les preuves, mais ce que je crains fortement, c'est que le ministère de la Défense ait envisagé d'utiliser la destruction de ces sociétés qui sont facilement remplaçables dans la mesure où elles ne sont pas stratégiques, et donc qu'elles aient créé, qu'elles se soient amélioré leur trésorerie aux dépens et en détruisant des sociétés, ce qui serait un scandale d'État au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que ça voudrait dire que pour financer ses propres besoins, il faut crever les boîtes des PME françaises, ce qui serait tout à fait scandaleux. Mais bien évidemment, ils ont beaucoup de mal à nous donner ces informations, et je peux me demander pourquoi. Parce que s'il n'y avait pas de problème, je pense qu'ils les auraient déjà donnés. Alors justement, au niveau des personnalités politiques, est-ce qu'on a vu des parlementaires ou dénoncer ce manquement administratif? Alors oui, figurez-vous que, et c'est suffisamment incroyable à mon avis pour être relevé, des parlementaires de tous bords, alors quand je dis de tous bords, c'est vraiment du Parti communiste jusqu'au Front National, en passant par l'UMP et par le Parti socialiste, donc ça vous donne une idée quand même de la mobilisation, qui ont fait par rapport à ce problème des questions écrites, pour certains même une question orale, pour savoir précisément combien d'entreprises avaient été impactées par ce problème de dysfonctionnement Chorus. Hein, donc il y a véritablement un rassemblement aujourd'hui de parlementaires de tous bords pour essayer d'avancer sur ce problème. Et je vous garantis que la Grande Muette, à ce niveau-là, porte bien son nom. Et d'ailleurs, donc il y a un article qui a été publié dans un journal suisse qui s'appelle l'Hebdo, Exact. dans lequel ils parlent donc de l'affaire Cahuzac. Et ils émettent ils relatent des propos selon lesquels Jérôme Cahuzac aurait été victime de l'armée
qu'il l'aurait, entre guillemets, descendu en divulguant ses informations bancaires afin qu'il ne fasse pas passer le budget de la défense. Alors, le principe, alors ce qui est effectivement évoqué dans cet article, ce qui a été d'ailleurs très peu repris, alors ce qui est hallucinant, c'est que ça a été carrément considéré comme impossible par les grands spécialistes français. Alors je me demande dans quelle mesure ils peuvent tirer de telles conclusions. Le principe est simple, c'est que Cahuzac aurait sauté par rapport à des informations qui auraient été données par des officines, des officines dépendant de l'armée française, parce qu'il avait pour objectif de baisser le budget militaire. Hein. Et comme par hasard, alors vous voyez avec un petit peu de recul, quelques semaines après, on s'aperçoit qu'effectivement le gouvernement français a fait machine arrière et que a priori le budget ne sera absolument pas touché entre cette année et l'année prochaine. Et comme par hasard, évidemment, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Hein. Donc, ce qui est très surprenant également dans cet article, c'est qu'il est précisé que l'armée détiendrait des informations, on va dire, délicates par rapport à un certain nombre de politiciens, que ces informations ne sont pas ne sont pas transmises à la justice, simplement parce qu'ils se les gardent sous le coude des fois qu'un politicien bouge. Ce qui pourrait quelque part expliquer pourquoi, effectivement, il y a un certain nombre de politiciens qui me suivent, donc visiblement ce sont des gens qui ne doivent pas avoir grand-chose à se reprocher, eux, mais manifestement ça ne doit pas être le cas pour tout le monde. Hein, et ça expliquerait bien pourquoi ce scandale d'État ne bouge pas plus aujourd'hui. Il y a un autre scandale qui est lié au paiement de l'armée, c'est le dysfonctionnement du logiciel Louvois, qui prive certains soldats et leurs familles donc tout simplement de leur salaire, mais eux ne peuvent pas vraiment protester. Mais concernant les PME françaises, pourquoi on ne voit pas plus de chefs d'entreprise se retourner contre l'État et essayer de faire valoir leurs droits? Écoutez, il y a plein de raisons pour ça. La première, c'est que parmi ces entreprises qui se sont retrouvées en grande difficulté, vous en avez donc, et j'en connais, qui se sont retrouvées en redressement judiciaire. Ce sont des entreprises qui ont des marchés militaires. Donc, bien évidemment, vous pouvez imaginer les représailles qu'il peut y avoir quand vous venez à chatouiller votre premier client ou un de vos principaux clients. J'en connais qui ont eu des menaces de représailles, mais qui dépassent l'entendement. C'est véritablement tu te tais, sinon les représailles seront terribles. Hein. Et il y a eu des représailles, je peux vous le dire. Hein. Donc évidemment, je me suis engagé à ne pas en parler vis-à-vis de ces chefs d'entreprise, mais effectivement, il y a des menaces. Des menaces, donc c'est vraiment, ça frôle le système mafieux, des menaces pour que ça ne sorte pas. Donc ça, c'est le premier type de cas qu'on peut rencontrer. Le deuxième cas, ce sont simplement des chefs d'entreprise qui ont été broyés par le système militaire. Les gens ont essayé de se battre pour survivre. Et les types ont fait des burn-out, sont tombés malades, sont en pleine dépression. J'ai souvenance d'un chef d'entreprise qui a été interviewé il y a quelques mois de cela sur une antenne radio et qui expliquait en direct et qui répondait en fait aux journalistes qui lui posaient la question s'il était en colère, qui lui disait je suis pas en colère, je prends ma liquidation judiciaire alors que mon entreprise a plus de 30 ans, je prends ma liquidation judiciaire comme un soulagement. Et il ajoutait vous pouvez pas imaginer un instant ce que j'ai pu endurer depuis 3 ans. Donc c'est une guerre d'usure vis-à-vis de ceux qui parlent. Alors manifestement, je dois être un peu résistant, mais c'est tout à fait inacceptable pour une démocratie comme la nôtre, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Je peux vous dire que j'ai bien l'intention de combattre encore longtemps sur ce problème-là. Vous avez partiellement obtenu gain de cause sur certains retards de paiement. Alors, quand vous dites obtenir gain de cause, c'est simplement être payé pour une prestation qui a été réalisée, un contrat qui a été signé. Donc ça, c'est pas du tout un gain de cause. C'est simplement récupérer son dû. Hein. Le seul problème, c'est que ces administratifs militaires n'ont aucune notion des conséquences de leurs actes.
C'est-à-dire que moi, j'avais des marchés signés qui étaient très importants. J'étais en pleine rampe de lancement, notamment sur mon business model en franchise. Et bien évidemment, du fait de la longueur des règlements, je me suis retrouvé en position délicate pour développer mes business. Et donc, en fait, les conséquences de leurs actes sont sans commune mesure par rapport à ce qu'ils essayent de faire passer et d'expliquer en fait aux différentes personnes qui ne connaissent pas ce sujet en disant ah oui mais on lui a payé des intérêts moratoires. Alors pour vous illustrer mes propos, au 30 juin 2010, parce que je clôture l'entreprise au 30 juin, j'ai effectivement eu au 30 juin 2010, alors que ça faisait des mois et des mois qu'ils ne m'avaient pas réglé, 2500 euros d'intérêt moratoire. Okay, mais en parallèle de ça, rien que sur les pénalités de retard, parce que bien sûr ça a occasionné des problèmes de règlement, puisque j'avais un problème de trésorerie, rien que les pénalités de retard qui sont dues, elles, et qui représentent 10% au-delà de la minute à laquelle vous n'avez pas payé ce que vous devez à l'État français, ça représentait 45 000 euros. Donc ça vous donne une idée de la disproportion entre l'intérêt moratoire qui est censé réparer un problème, un dysfonctionnement, et puis le coût réel des choses. Mais même ces 45 000 euros ne suffiraient pas à, si vous voulez, à dédommager les dégâts qui ont été occasionnés par ces dysfonctionnements. Ils sont colossaux. Il n'y a pas une société en France qui pouvait résister à de tels délais de paiement. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, je peux vous dire que actuellement, il y a encore des entreprises qui se retrouvent avec des montants non payés par l'armée et qui se retrouvent en redressement judiciaire pour ces raisons. C'est tout à fait inacceptable. Mais dans la mesure où ce sont des entreprises qu'on peut remplacer facilement, qui ne sont pas des entreprises stratégiques, du coup, c'est deux poids, deux mesures entre les entreprises qui, d'un côté, peuvent être remplacées et celles qui ont un intérêt stratégique pour l'armée. C'est du grand n'importe quoi et c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de combattre. Et je peux vous dire que j'ai l'énergie pour. Très bien, Lionel Bider. Nous vous remercions pour votre témoignage. Mais c'est moi qui vous remercie. Et donc, je rappelle qu'on peut vous trouver sur Facebook à la page Scandale Chorus, vous tapez Scandale Chorus sur un moteur de recherche et vous devriez pouvoir trouver les informations. D'accord. Et donc là, vous tenez en fait un blog où vous donnez toutes les dernières informations sur cette affaire. Absolument. Et donc là, on pourra justement retrouver notamment les lettres ouvertes que vous écrivez aux politiques. Vous y allez pas de main morte et ça fait assez plaisir à lire. Écoutez, j'y vais avec mon cœur. Hein. C'est tout simple. Voilà. On vous souhaite bien du courage et Mais je vous remercie beaucoup. surtout tenez-nous au courant si jamais il y a du nouveau. J'y manquerai pas et je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Pas de problème. À bientôt. Merci, à bientôt.